Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité. Aujourd'hui, nous allons refaire l'actualité en compagnie de M. Modi Sidibé du mouvement des jeunes patriotes Mojep Mali en Faso. Et nous aurons également comme deuxième intervenant le professeur Mamadou Diawara, anthropologue, qui s'est entretenu avec Aminata Agali Yatara. Nous aurons avec M. Modi Sidibé, nous parlerons de l'actualité du Mali, de Mojep et de toutes les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Avant, nous aurons nos rubriques habituelles, le buzz de la semaine avec toujours Aminata Agali, qui nous revient d'ailleurs, Georges. Oui. Voilà. Après une semaine d'absence. Il a l'opportunité voilà. de manger aujourd'hui. Ok, nous aurons également la chronique de Abdraman Sako, communication presse. Et je crois Aminata nous revient, mais Modibo Mao Makalou est en déplacement, donc nous n'aurons pas de chronique économique aujourd'hui. Donc bienvenue mesdames et messieurs, nous allons sans autre forme de procès commencer avec Aminata. Bonjour Aminata. Bonjour Alexis, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et que nous réserve les réseaux aujourd'hui? Eh bien, Alexis, on dit très souvent que la nature a horreur du vide. Et il me semble que les réseaux sociaux également ont horreur de vide, car les réseaux ont déjà oublié les repos médicaux de notre Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Ils ont également oublié les questions d'inondation qui ont vraiment fait couler beaucoup d'encre les semaines passées. Ils ont oublié également les poussées de fièvre de nos syndicats de l'éducation et beaucoup d'autres sujets. Donc, les sujets qui font le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux maliens sont au ras des pakirettes naines. Et oui, on se croirait à l'époque de la Rome antique, du pain et des jeux. Sauf que dans notre cas, c'est juste l'aspect ludique. Dans ce foisonnement, il y a quand même le sommet, ou du moins les sommets à New York. La crise Mali-Côte d'Ivoire se transporte au niveau des États-Unis. Sauf que pour tout le monde, ce choix n'est ni innocent ni opportun. Il y a la semaine prochaine une Assemblée générale des Nations Unies. La CEDEAO a décidé de tenir en marge des travaux à New York un sommet extraordinaire. La Côte d'Ivoire a obtenu que la CEDEAO a obtenu que la CEDEAO à cette occasion se prononce sur les différends qui opposent notre pays au pays de la cola et du cacao. Les réseaux maliens faisant écho aux autorités apprécient mal cette décision. D'abord, les réseaux ne comprennent pas pourquoi il faut se rendre aux États-Unis pour parler d'une question régionale africaine. À l'heure où on se bat tant pour la souveraineté, aller se réunir à New York est la preuve de l'assujettissement de la CEDEAO. Elle veut aller se réunir devant ses maîtres pour prouver ou montrer sa fidélité, analyse même un politologue des réseaux sociaux. Le second aspect de cette rencontre qui ne se passe pas sur les réseaux sociaux est le fait que la crise Mali-Côte d'Ivoire, que le Mali considère comme bilatérale, n'a pas à se retrouver au niveau de la CEDEAO. Le but de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975 et regroupant 16 États de l'Afrique de l'Ouest, est de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique monétaire ouest-africaine. Ce n'est pas le meilleur cadre pour discuter d'une question entre deux États. En le faisant, la CEDEAO confirme qu'elle n'est pas indépendante, analyse d'autres internautes. En tout état de cause, les réseaux sociaux maliens se délectent de bisbilles entre artistes riches, activistes et autres, du pain et des jeux. Donc Alexis, ça c'est le sujet qui a vraiment fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux cette semaine. Merci Aminata. Alors nous revenons avec M. Sidibé des Jeunes Patriotes.
Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour Calambri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est quoi le mouvement des jeunes patriotes? C'est à moi de vous remercier, tout en profitant de ce micro pour en tout cas adresser mes remerciements à tous ceux qui nous suivent au Mali et à l'extérieur, partout où ils se trouvent. Pour revenir à votre question, le mouvement des jeunes patriotes du Mali est un mouvement créé en 2014, un mouvement apolitique, un mouvement panafricaniste qui se veut avant-gardiste, qui est un mouvement de veille citoyen, un mouvement aussi qui s'intéresse notamment à l'assistance à des personnes démunies, et à la formation des jeunes et autres. Voilà en quelques mots ce que nous faisons. Nous nous battons également contre la politique impérialiste dans notre pays. Si nous disons impérialiste, beaucoup penseront directement à la France. Et ça, je tiens à le préciser, nous sommes contre la politique française dans notre pays. Effectivement, quand je dis que nous sommes contre la politique française au Mali, ça ne veut pas dire que nous sommes contre le peuple français, mais la politique des autorités françaises dans notre pays. Donc finalement, vous n'êtes pas un mouvement politique? Nous le sommes bien sûr. On peut par plusieurs canaux se battre pour faire respecter son pays sans pourtant être politique, et c'est ce que nous faisons. Ça ne fait pas de nous un mouvement politique. Non, vous dites, vous veillez citoyen, lutte contre l'impérialisme, et vous avez été actif quand même aux côtés ou au sein de Yerewolo, du mouvement Debout sur les remparts. Je ne sais pas si vous êtes en train de me dire que le mouvement Yerewolo Debout sur les remparts est un mouvement politique. Beaucoup le disent et aussi le clament présentement. Nous avons suspendu toute notre activité au sein de ce mouvement. Donc si ce mouvement est politique, ça ne fait pas de nous un mouvement politique. D'accord, donc je reformule. Est-ce qu'un mouvement apolitique peut descendre dans l'arène politique et rester vierge, on peut dire? Bon, parce que votre terrain était politique, vous en convenez. C'est ce que je vous ai dit à l'entame de mes propos, M. Calambri. Le mouvement Yerewolo est devenu un mouvement politique. Et nous avons suspendu toutes nos activités avec ce mouvement. Donc nous ne sommes pas descendus sur le terrain politique avec le mouvement Yerewolo. Mais après la suspension de nos activités, le mouvement est devenu politique. Ok. Depuis 2014, qu'est-ce que vous avez réussi concrètement, puisque vous dites que vous existez depuis 2014? De 2014 à nos jours, d'abord, nous sommes un mouvement, comme je le disais tantôt, avec Yerewolo Debout sur la rempart. Nous avons organisé beaucoup de sittings, beaucoup de meetings pour décrier la politique française au Mali. Nous avons aussi formé des jeunes en savonnerie, des jeunes en teinture, notamment en commune 4. Nous avons aussi procédé à des dons de médicaments pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques à certains CSCOM et aussi à des fauteuils roulants. Nous travaillons aussi à nettoyer des endroits publics. Nous assistons aussi des jeunes, notamment récemment, il y a des jeunes qui voulaient faire en tout cas le concours d'entrée à la nouvelle ENA. Nous avons pris des professeurs pour en tout cas donner des directives, soutenir ces aides afin qu'ils puissent en tout cas réussir ce concours-là. Donc tout ce qui est utilité publique, nous investissons et nous aidons aussi pour apporter notre petite contribution au niveau de nos localités. Si je dis c'est le bureau, il est national pour que ça puisse aller. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les localités qui sont concernées par ces actions-là?
Tout de suite, il y a à Koulikoro, il y a Massala. Nous avons organisé une journée ophtalmologique et dentaire au niveau de Massala et nous avons aidé en tout cas à faire les populations de Massala à se faire visiter gratuitement parce que c'est des efforts aussi que, comme je le disais tantôt, du mouvement des jeunes patriotes du Mali. Nous ne sommes pas uniquement à Bamako, nous avons aussi apporté notre assistance aussi à des jeunes. Moi personnellement, je me suis déplacé pour des jeunes pour soutenir effectivement des jeunes qui ont été incarcérés à Koulikoro, qui se battaient pour en tout cas l'aménagement des différentes routes dégradées au niveau de Koulikoro. J'ai même organisé des meetings avec ces jeunes-là. Donc on fait un peu partout où les possibilités s'offrent à nous de faire. Nous ne sommes pas en mesure de mener des activités sur toute l'étendue du territoire, mais à chaque fois qu'on peut, nous intervenons aussi dans le Mandé, nous intervenons aussi en Mopti, comme je le disais tantôt, avec les Sango qui sont sur place. Et nous avons aussi des points focaux, en tout cas un peu partout dans notre pays. Je voulais demander à Bamako, est-ce que toutes les communes sont concernées par vos actions ou vous avez ciblé quelques communes seulement? Toutes les communes sont en tout cas concernées par nos activités. Par exemple, je peux citer une activité à Tabakoro avec l'ACI. Nous avons organisé une formation des jeunes, en tout cas par rapport à beaucoup de modules, montage d'antennes et autres. Donc nos activités, c'est dans toutes les communes. Si je me permets de le dire, c'est surtout l'étendue du territoire national, mais le X, c'est en fonction des moyens qu'on a et qu'on mène nos activités. Oui, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, je pense au Mali, peut-être aussi un peu partout, dans plusieurs endroits, en Afrique de l'Ouest, le panafricanisme et les mouvements panafricains ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Quel est votre regard sur cela et puis quelle est votre vision sur le panafricanisme? Le panafricanisme en tant que tel, c'est l'amour de son entourage, de son environnement, c'est-à-dire l'amour des autres. Vouloir du bien pour son entourage et pour tout le monde. Le panafricanisme en quelques lignes, si je me réfère aux grands intellectuels, et notamment à la dernière publication de Claudicia, qui est un journaliste en tout cas entier, qui travaille dans les médias français, il faut que je donne cette précision pour que les gens puissent comprendre, mais quand même qui est entier, qui est un panafricaniste, un fan du mouvement panafricaniste. Il a si bien dit, il dit le panafricanisme, c'est l'amour de soi, l'amour de son entourage, vouloir du bien pour son entourage et travailler à ce que l'entourage puisse se retrouver. Maintenant, vous avez effectivement posé des questions en une prise. Effectivement, cette pourpre au niveau africain ou dans la bande sahalo-saharienne ou notamment en quelque sorte Niger, Burkina, Mali, le triangle, je pense que c'est une bonne chose. À un moment donné, il faut que la jeunesse africaine se réveille. Il faut que la jeunesse africaine s'assume. Il faut que la jeunesse africaine accepte de jouer son rôle, tout son rôle dans le développement de l'Afrique, tout son rôle dans le respect. En tout cas, imposer le respect, que l'africanité soit respectée, que la peau noire soit respectée, que notre continent soit respecté. Cela ne saurait se faire qu'à travers un éveil de conscience, une prise de conscience, et c'est là qui est en train d'arriver tout doucement, même si je regrette en tout cas le comportement de certains panafricains, notamment Nathalie Yambo, la Camerounaise, qui se bat nuit et jour, mais qui ne parle qu'en dehors de leurs frontières. Ils ne parlent jamais du Cameroun, notamment quand on regarde leur président, qui est en train quand même, si j'ai bonne mémoire, d'aller vers la 6e ou 7e
en tout cas mandat. Nathalie aime beaucoup parler du Mali. Quand Macron est arrivé au Cameroun, elle est restée bouche bée. Certains sont panafricains, certains se battent pour notre continent, mais aussi force est de reconnaître que certains sont des missionnaires. Alors, quelle a été votre partition dans la Semaine nationale de la réconciliation? Nous n'avons pas participé à cette semaine parce que nous estimons que rien n'est à réconcilier à Bamako. Les difficultés sont sur le terrain. Ah bon? Les hostilités, c'est sur le terrain. Et pour que les armes se taisent, il faut faire recours au terrain. Les différents acteurs qui sont sur le terrain, il faut trouver un angle pour parler avec eux. Il faut accepter d'aller en tout cas vers ce que je peux dire nos frères qui sont en tout cas dans le terrorisme, de les sensibiliser. Le terrorisme n'est pas aussi que, même si je reconnais que combattre le terrorisme, c'est pas aussi uniquement par les armes. Il y a d'autres facteurs aussi qui soutiennent, qui sont à la base de cette situation. Donc j'estime, et je le redis, la semaine nationale de la réconciliation Sénat, moi j'estime, ou nous estimons qu'elle n'avait pas sa raison d'être. Une retrouvaille de plus pour dire les mêmes choses. Les mots sont déjà reconnus, sont connus. Les acteurs sont identifiés. Allons-y vers l'essentiel. Et l'essentiel n'est pas tout le temps se retrouver, partir pour ne rien faire. D'accord. Ok, on va écouter Abdraman Sako qui aujourd'hui dans sa chronique communication presse revient sur le caractère utile et incontournable de la communication numérique dans une entreprise. Au micro de Moussa Bengali. Bonsoir à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un type particulier de communication. Parce que dire aujourd'hui que nous sommes dans l'obligation de revoir notre façon de voir le monde, notre façon d'appréhender notre environnement relève d'une lapalissade, tant les nouvelles technologies ont fait bouger le monde. Malheur à qui ne se branche pas aujourd'hui pour ne pas rester en marge de la société. Se brancher signifie faire usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et si ces nouvelles technologies s'appellent communication numérique, c'est faire de la communication numérique. Qui ne fait pas communication numérique aujourd'hui peut se considérer comme complètement à l'écart de l'évolution du monde. On parle de communication numérique ou digitale. C'est la même chose, on peut les utiliser indifféremment. L'épithète digital, c'est par rapport aux doigts, parce qu'on utilise les doigts dans le numérique. Et l'autre épithète numérique, c'est par rapport à la technologie. Donc on peut dire communication numérique, communication digitale. Pour une entreprise, la communication numérique signifie remplacer les anciens outils de communication par les nouveaux. Évidemment, on conseille toujours de conserver ses expériences, son savoir-faire sur les anciens parce qu'on peut toujours en avoir besoin. L'entreprise qui ne comprend pas que communiquer pour communiquer n'est plus d'actualité, elle peut vraiment s'apprêter à fermer boutique parce que tout simplement, elle va se retrouver sans consommateur. Et pour cause, ces derniers, les consommateurs, sont tous maintenant des fervents utilisateurs du net, complètement plongés dans le net. Et le net signifie à la fois disponibilité, accessibilité, simplicité, rapidité et réactivité. Effectivement, quand on a un message, tout le monde sait que dès lors qu'on est connecté, la disponibilité est là, l'accès est très facile. Le message va dans un temps record, la réponse aussi dans un temps record, donc tout est dans la rapidité. Les consommateurs sont à ce niveau de communication, il faut faire avec eux. Côté marketing, là aussi, l'heure de la digitalisation a sonné. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus seulement, comme c'était dans le temps, de se renseigner sur les clients et sur ses besoins, mais maintenant, il s'agit d'élaborer carrément, d'être carrément dans un concept fondé sur la personnalisation des relations clients. C'est-à-dire qu'il faut être interactif avec le client maintenant dans le marketing, ce qu'on appelle globalement le marketing digital. En résumé, les entreprises ont les clients qui sont complètement plongés dans le grand océan du net. Autant plonger avec eux.
Mais plonger pour plonger aussi n'a pas de sens si on ne le fait pas avec les outils qu'il faut. Et de ces outils, nous en parlerons dans nos prochaines émissions, c'est-à-dire les outils numériques. Merci. Merci à Abdraman Sako et à Moussa Bengali. Alors, c'est communication digitale. Ok, Aminata. Non, allez-y d'abord. Non, moi, je rebondissais sur Abdraman Sako, mais allez-y. Oui, mais c'est intéressant qu'il réagisse à la chronique de Abdraman Sako. Non, moi, j'ai une question. J'ai ma question. Je ne voulais pas le couper, en fait. Non, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de la crise Mali-Côte d'Ivoire, et notamment du sommet qui se tient à New York actuellement. Bon, rapidement, ce que moi je pense, la Côte d'Ivoire est un pays frère, un pays ami. Beaucoup de choses nous unissent, qui ne nous séparent. Si nous estimons nos autorités, sur la base du communiqué de nos autorités, ils estiment que c'est des mercenaires, et par la suite reconnaître que c'est des soldats ivoiriens, ce qui est sûr quand même, ils ont été pris en flagrant délit sur la base du communiqué de nos autorités. Moi, je pense qu'il est mieux de libérer ces militaires-là, qu'on reste en bon rapport avec la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de moins de pression sur notre pays. Donc, il faut savoir faire les choses à temps, savoir prendre le criquet quand ses ailes sont séchées. Maintenant, par rapport au sommet à New York de la CEDEAO, moi j'estime que nos différends ont été toujours discutés au sein de cette organisation. Nous avons été frappés illégalement et inhumainement par des embargos décidés par cette organisation. Donc, qu'on revienne parler de notre pays, de pratiquement deux poumons dans un même corps pratiquement, moi je n'y vois pas en tout cas quelque chose de grave. Cependant, il est important de faire extrêmement attention. Ado est un vieux routier, rodé, et nous l'avons toujours dit que cette organisation est instrumentalisée par des puissances extra-régionales. Et par qui ces puissances-là passent par qui? Je n'en sais pas. En tout cas, je sais qu'il est doué. Sachons laisser prise depuis qu'il est temps, avant que ça ne se complique. En tout cas, je reste rangé du côté de nos autorités. Je suis malien à 100%. J'impose et je souhaite que notre pays soit respecté par tous les pays du monde, mais souvent il faut accepter aussi quand ils ne sont plus des mercenaires reconnus par nous-mêmes, ils sont reconnus désormais par nos autorités comme des militaires ivoiriens. Ça veut dire qu'ils ne sont plus là, ou ils ne sont pas venus en quelque sorte pour faire les coups d'État s'ils ne sont plus reconnus comme des mercenaires. Donc, on peut trouver un moyen, une entente entre nous pour que cela puisse se gérer à l'amiable dans le cadre de l'apaisement et du renforcement de notre relation. Ok, alors Aminata Agali-Yatara s'est entretenue avec le professeur Mamadou Diawara, anthropologue universitaire. Nous allons suivre l'entretien avant de revenir. Mesdames et messieurs, parmi nos invités de ce dimanche, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Mamadou Diawara, qui nous vient des États-Unis pour des contraintes de vol. Nous avons dû enregistrer ces numéros. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, dame. Vous allez bien? Oui, très bien. Nous espérons qu'il nous dira d'abord qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je suis anthropologue et historien. Je suis de l'École normale supérieure de Bamako. C'est la promotion, que dis-je, 73-77. Ça fait de l'eau à couler sous le pont en attendant. Et j'ai été de l'Institut des sciences humaines du Mali. Et avant donc, grâce à notre éminent collègue de l'époque,
le professeur Alpha Omar Konaré, qui à l'époque nous avait exhorté, nous avait recruté, nous avait exhorté à faire de la recherche et qui nous avait trouvé à l'époque des bourses. Nous étions 3. Mon ami et collègue Tcheman Diarra et puis mon ami et collègue Feu Maximin Samaké pour aller passer nos thèses de doctorat à l'époque à l'école des hautes études en sciences sociales. Et depuis donc revenu à l'Institut des sciences humaines et ensuite j'ai eu une carrière plutôt axée sur l'étranger et mon pays aussi. C'est-à-dire j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'être invité à Francfort à l'Institut Frobenius qui est le plus ancien des instituts d'anthropologie en Allemagne. J'ai été invité là-bas comme postdoctorant de la Fondation Alexander von Humboldt. Et ensuite, j'ai pu avoir l'occasion de passer au Wissenschaftskolleg, c'est l'Institut d'études avancées de Berlin. C'était en 94-95, ça fait très longtemps tout ça. Et donc après j'ai dû passer ma thèse d'état donc qui s'appelle Habilitation en Allemagne et ensuite j'ai eu une carrière plutôt états-unienne à Yale et à University of Georgia à Athens et puis après toujours en étroite collaboration, en charnière avec mon pays. Donc ici, nous avons fondé en 1997 Point Sud, le centre de recherche sur le savoir local. Et à partir de 2002, plutôt une carrière états-unienne. Et après à partir de 2004, j'ai rebasculé sur l'Allemagne où je suis depuis. Je suis professeur d'anthropologie à l'Institut d'anthropologie de l'Université de Francfort-sur-le-Main à Francfort. Et je dirige avec bonheur, avec mes collègues, d'abord le professeur Moussa Sissoko, Point Sud, et aujourd'hui avec le professeur Tcheman Diarra, cet institut. Voilà très vite raconter comment ces choses se sont enchaînées. D'accord, quel parcours alors on peut le dire. Hein? Alors dites-nous, quelle est la philosophie qui vous a amené à créer Point Sud justement? Mais écoutez, excellente question. Que dire en fait, c'était un groupe d'amis, de très bons amis qui du reste, qui trouvaient que bon, il y avait moyen de s'intéresser à ce que nous avons de plus cher et que nous avons à profusion, c'est-à-dire le savoir local. À l'époque, c'était un thème assez porteur au savoir local, non pas dans sa compréhension locale, localisante et refermée sur lui, mais dans cette acception de l'interface entre le savoir local dont nous disposons ici et le savoir global. Écoutez, tout simplement, comment une paysanne de Montbled, du Nioro du Sahel ou de l'Office du Niger nourrit son enfant, soigne son enfant avec de l'aspirine ou des antibiotiques, le fait faire par le médecin, et en plus utilise les racines et les feuilles que nous savons tous. C'est comme ça que nous avons tous été soignés, j'imagine, et ça n'a pas changé. Donc l'interface entre cet antibiotique, ce traitement antibiotique ou ce traitement paracétamol, ou appelons ça comme on veut, et justement ce qui se fait localement, nous nous sommes dit, tenez, il y a moyen de faire quelque chose là. Et c'est un groupe d'amis allemands, autrichiens, maliens qui se sont mis à la tâche. Et puis, à l'époque, nous avons conçu un projet de recherche, à l'époque à Berlin, au Wissenschaftskolleg, c'est-à-dire l'Institut d'études avancées de Berlin, où nous avons donc travaillé sur ce projet, formulé
sous la direction du professeur Gerd Spittler, qui était le titulaire de chaire à l'époque à Bayreuth, où j'étais associé. Et donc, et avec le soutien du Wissenschaftskolleg, notamment du docteur Joachim Nettelbeck, le secrétaire général de la maison de l'époque, et avec, comme je vous l'ai dit, des amis d'ici, Tcheman Diarra, Mariman Diarra et Moussa Sissoko, et à l'époque, avec le soutien moral résolu de notre ex-collègue, qui n'en demeure pas moins un collègue encore de nos jours, Alpha Omar Konaré, également de Adam Bakonaré et d'autres collègues comme Wilfried Hofer et bien d'autres, j'en oublie certainement. Et donc c'est avec ces collègues, amis, et que nous nous sommes dit, mettons cette institution en marche. Nous sommes partis de 5 doctorants et doctorantes, dont une camerounaise, 4 maliens, 2 en médecine, un en environnement et 2 en sciences sociales, sciences humaines. Et donc nous avons essayé de les former dans les questions de méthode, dans les questions de rédaction, et afin d'avoir une équipe solide et aussi sur le terrain, parce que je partais avec eux sur le terrain, afin d'avoir une équipe solide et résolue qui puisse soutenir des thèses dans les universités les plus prestigieuses et aussi chez nous, et qui puisse leur permettre évidemment de continuer ici leur carrière. Et c'est ce qui a eu lieu. Tous ont fini par terminer leur thèse et travailler ici comme chercheurs et chercheuses, comme médecins et comme cadres de la haute administration et la recherche de ce pays. Ça, c'est comment ça a commencé, un petit noyau, et ensuite le noyau s'est agrandi. Et c'est sur cette lancée que nous poursuivons depuis 1997. D'accord. Dans quel cadre êtes-vous actuellement pendant le cours ? Écoutez, dans un double cadre. Le premier est celui de la commémoration du 25e anniversaire du Pont Sud. C'est incroyable, les choses vont très vite. Et ça fait 25 ans, ça fait un quart de siècle, ça fait un peu peur. Mais c'est rien du tout pour une institution. Et puis, dans le cadre de notre programme PAPA, ça s'appelle Pilot African Postgraduate Academy. C'est une académie de formation de jeunes chercheuses et chercheurs engagés dans l'enseignement sur des campus de 8 pays africains différents qui vont de Tunisie à la République démocratique du Congo, en passant par le Cameroun, le Burkina, le Mali et la Guinée et bien d'autres. Il y en a 8. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je suis là. Ok, nous savons que vous êtes très investi dans la formation, dans la recherche. Donc cela m'amène à vous poser cette question. Que pensez-vous de l'enseignement universitaire au Mali ? Mais écoutez, l'enseignement universitaire au Mali ou en Afrique, nous le côtoyons au quotidien. Si vous voyez ce qui se passe à Point Sud, nos programmes sont articulés autour de 4 points. Nous avons une mission de recherche qui est, comme je vous ai dit, arc-boutée sur ce qu'on appelle le savoir local, c'est-à-dire sur l'interface entre le savoir local que nous avons ici et le savoir global. Et cette mission de recherche, nous la mettons évidemment à la disposition de l'enseignement supérieur, pas seulement du Mali. Nous avons une mission de conférences scientifiques dans un cadre jusqu'en 2012 du Mali, le Mali en tant que point magnétique
de l'organisation de ces conférences. Tout se passait ici, in situ, à Bamako. Et après les événements de 2012, nous avions un certain nombre de relations avec nos voisins et avec nos collègues avec qui nous travaillons sur le long terme. Nous nous sommes dit, écoutez, pourquoi ne pas ouvrir? Et donc, de Bamako, nous avons fait 5 sites, c'est-à-dire Libreville, c'est-à-dire Stellenbosch en Afrique du Sud, Niamey, Ouaga, Dakar, et ça fait Bamako le 5e pôle. Et de ce pôle à 5, nous en avons fait 7 en y ajoutant le Ghana et le Mozambique. Vous voyez donc que nous rayonnons à travers le continent au-delà de l'héritage colonial, lusophone, anglophone et francophone. Donc nous essayons de faire quelque chose au-delà des frontières coloniales et au-delà de ces limites que nous impose ou que tendrait à nous imposer cet héritage colonial. Et nous avons une mission d'enseignement et de formation. C'est là où nous formons ici des doctorantes et des doctorants. Nous avons à un certain moment aussi essayé de travailler avec des gens qui ont déjà atteint qui disposent d'un master. Vous en avez rencontré là tout de suite. Nous avons soutenu la préparation et l'aboutissement de 18 thèses de doctorat dans cette maison qui s'appelle Pont Sud, et nous avons beaucoup plus d'une centaine de bénéficiaires de nos actions ici, et les collègues qui m'écoutent, il y a pas mal d'anciens de Pont Sud, notamment dans l'enseignement supérieur, les facultés de droit, d'économie, la faculté évidemment en sciences sociales, sciences humaines. Nous avons pas mal d'anciens qui ont passé leur thèse ici, qui continuent à travailler avec nous ou qui ont participé tout simplement à des formations ponctuelles, et les sortants de Pont Sud ou les anciens de Pont Sud sont légion dans ces domaines. Nous avons d'ailleurs puisque vous êtes journaliste, qui a passé sa thèse ici, c'est M. Doumbia, qui a passé sa thèse ici sur la presse au Mali, et justement de ce contexte. Notre 4e mission est une mission de développement. Nous pensons que dans le développement, ce qui se fait est très souvent fondé sur la quête de solutions aux problèmes qui se poseraient ici ou qui se posent ici. C'est tout à fait honorable pour tous ceux qui sont, toutes celles qui sont actives dans ce domaine. Mais nous pensons que très souvent, le développement, pas mal d'opérations de développement se résument à nous proposer plutôt des solutions toutes faites qui créent plutôt une situation paradoxale où ce sont les problèmes de ces solutions-là qui sont projetés ici, plutôt que de voir les problèmes d'ici afin d'élaborer des solutions adéquates. Et donc notre perspective est plutôt de réfléchir à partir des données du terrain, à partir de l'empirie, de réfléchir aux questions, de savoir quelle est la bonne question à poser afin de trouver une solution. Ça prend du temps, mais on cible mieux. Au lieu de venir avec cet objectif a priori fixé qui est de développer dans quel sens, comment, etc. Ça pose des questions. Voilà un peu les axes sur lesquels nous travaillons, pour vous dire un peu. Et tous ces axes sont conjugués avec des collègues que vous avez rencontrés dans la cour, de jeunes gens, de jeunes dames, de l'université,
et au-delà de l'université que nous formons. Alors, professeur, vous venez d'être élu membre de la British Academy en tant que correspondant Filon le 21 juillet dernier. Concrètement, qu'est-ce que c'est et quelles peuvent être pour l'université malienne les retombées? Je ne m'attendais pas à ce qu'un sortant de l'école normale supérieure de Bamako et ancien de l'Institut des sciences humaines qui préside avec Tchéman ici au destiné de Pont Sud soit honoré de cette façon. Mais pour moi, c'est une manière d'honorer toutes ces institutions, toutes ces personnes dont je vous ai parlé et qui ont œuvré en silence ou éloquemment à la gestation et au fleurissement de cette maison Pont Sud. Et qu'est-ce que ça veut dire être membre de la British Academy? La British Academy a deux types de fellows, c'est-à-dire de lauréats. Il y a les les membres. Ce sont ceux qui sont de nationalité britannique, c'est-à-dire ceux qui sont du Royaume-Uni. Et il y a les corresponding fellows, c'est-à-dire les lauréats correspondants, qui sont comme les autres, mais ce sont des gens qui n'ont pas de nationalité britannique. C'est comme ça que je me retrouve corresponding fellow de la British Academy. La devise, c'est understanding the world and shaping a brighter future, c'est-à-dire comprendre le monde et produire, forger un futur plus radieux. C'est à cela que nous nous attachons. L'Académie britannique a deux axes essentiels. Ils se focalisent sur deux axes en investissant d'abord dans la recherche. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est essentiel, c'est engager un débat avec le public, avec le terrain, ce que je viens de vous dire. Et le troisième point, c'est influencer les politiques publiques. D'accord. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé ce temps et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions et à l'invitation, bien naturellement. Donc, nous vous souhaitons un très bon vol. Très bien. Merci à notre invité, le professeur Mamadou Diawara, et à Moussa Bengali et Aminata Yatara qui l'ont rencontré. Alors nous revenons avec notre invité, je rappelle Modi Sidibé du mouvement des jeunes patriotes Mojep Mali en Faso. Alors Monsieur Sidibé, vous avez été actif dans le mouvement qui a amené le changement de régime au Mali. Mojep a été vraiment actif dans ce... Aujourd'hui, si vous devez faire un bilan, qu'est-ce que ça peut être? Merci, Monsieur Kalambri, pour la question. Le bilan n'est pas du tout à hauteur de souhait. Très honnêtement, quand on essaie de voir les raisons qui ont fait débarquer, en tout cas l'ancien président, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta, il est d'abord d'ordre sécuritaire. Il y a aussi, en son temps, la corruption de l'escalier a pris l'ascenseur. Le clientélisme et beaucoup d'autres mots qui minaient en tout cas notre société. Quand on essaie de se refaire à l'aspect sécuritaire, s'il y a un bilan à faire, moi je vais d'abord me poser la question du départ d'IBK à nos jours. Quels sont les villages qui ont été libérés? Dans quel village les services sociaux de base sont repris? Dans quel village, d'autres villages aussi, les écoles fermées ont été réouvertes, les enfants ont repris la route, le chemin de l'école. Quand on essaie de se fier à ces constants, en tout cas ce qu'on entend du terrain et ce qu'on voit, le bilan n'est pas du tout bon.
Je fais bien évidemment attention aux mots, que comme vous pouvez les constater, j'essaie en tout cas d'être modéré. Maintenant, je peux reconnaître que sur le plan sécuritaire, il y a des efforts que la transition a à faire, notamment l'achat des aéronefs, des équipements militaires. Maintenant, ces achats serviront que lorsque nos populations qui sont meurtries, qui sont massacrées, les biens détruits, les céréales brûlées et autres, arrivent à être protégés à travers ces achats. C'est que moi j'appelle le système à 3 temps: achat des équipements, l'utilisation des équipements, et le 3e temps, c'est le résultat. Le premier et le second temps sont conditionnés au 3e temps. Quand on essaie de voir en tout cas le 3e temps, il y a des réelles difficultés. Souvent, je me pose même la question, est-ce que c'est pas pire? Mais nous osons espérer dans les jours ou mois à venir, la transition saura prendre des mesures idoines à la hauteur de la menace qui plane sur nous pour y pallier. D'accord. Alors, on va d'abord écouter Georges Atino Koulibaly, qui a suivi la communauté des blogueurs du Mali qui rendait hommage à Boukari Konaté, un homme de culture. La cérémonie, c'était samedi dernier. Alors, Georges était là pour nous. Effectivement, la cérémonie, c'était hier au siège de Dembélé. Effectivement, et la communauté des blogueurs du Mali, Doniblog, a rendu hommage à Boukari Konaté. Boukari, il fut l'un des premiers blogueurs au Mali, et il se rendait dans le Mali profond à la recherche de connaissances endogènes, des connaissances propres à nos différentes cultures. Et Boukari, il s'est rendu dans toutes ces communautés-là, et il avait créé un blog qui s'appelait Fasokan, qui veut dire les langues du pays, un blog qu'il tenait en bambara, mais aussi en français, pour partager avec les Maliens, mais aussi avec le reste du monde la culture malienne. Boukari s'est éteint le 17 septembre 2017, et ça fait 5 ans, c'était la 5e édition hier, que Doniblog lui rend hommage afin que son nom ne disparaisse point. Konaté, comme son nom de famille l'indique, il a enfanté ce tameau du blogging ici au Mali. Et écoutons Léon Diallo, qui est coordinateur de ce prix. Il nous parle de cette initiative, mais aussi de la particularité de la 5e édition qui s'est tenue hier. Au début, il y avait 30 candidatures, et nous nous sommes retrouvés au final avec 3 lauréats. Aminata Malé, 3e, 2e Bakary Samanté, et le premier, Tenseibou Sangaré de la région de Kaï. La particularité de cette année a été que nous nous sommes arrangés pour organiser cette année à un 17 septembre. Et 17 septembre, c'est une date symbolique pour nous parce que ça coïncide exactement avec la date de décès de notre regretté président Feu Boukari Konaté. Le prix de ce concours organisé en mémoire de Boukari Konaté a été remporté par Seibou Sangaré de la région de Kaï, et il écrivait sur l'intitulé du blog du billet était témoignage d'une victime de l'esclavage par ascendance dans la région de Kaï, et d'autres lauréats également ont écrit sur la vie d'une femme divorcée. Et puis monsieur Samaté, lui, il parlait d'un barrage qui se meurt dans sa région voisine au Burkina Faso. Justement, c'est intéressant, monsieur Diallo. Est-ce que monsieur Sidibé, oui. Excusez-moi, est-ce que on verra par exemple les jeunes patriotes s'intéresser à cette question d'esclavage par ascendance, parce que c'est un drame au Mali et pratiquement c'est fui par tous les hommes politiques. Nous y sommes déjà. Par exemple, quand vous essayez de voir au niveau des Djonfa,
Kakalo Munta et puis Gessemene et autres. Nous avons notre représentant là-bas qui est Kariba Kamara, qui est même passé sur France 24. Donc nous sommes déjà intéressés par cette question d'esclavage, et j'invite aussi nos autorités à prendre des mesures pour que ça puisse cesser, parce qu'à un moment donné quand même il faut comprendre que nous sommes au XXIe siècle et l'esclavage quand même est aboli. Donc il va falloir que nos autorités jouent en tout cas pleinement leur rôle pour que cette pratique puisse cesser. Et voilà. Est-ce qu'on verra dans les mois, jours à venir, le MOJEP se transformer en parti politique? Bon, nous n'en sommes pas là d'abord. Et Calambri, pour le moment, nous sommes un mouvement apolitique. Nous menons tranquillement nos activités, les objectifs étant bien connus. Donc, s'il y a question de transformer le MOJEP Mali en parti politique, je pense que si Dieu nous prête longue vie et bonne santé, nous aurons d'autres créneaux pour ce plateau pour en parler. Vous insistez sur apolitique. Mais est-ce qu'un mouvement de veille citoyenne peut être apolitique? Est-ce qu'un mouvement dans lequel militent des hommes politiques peut être apolitique? Cher René, c'est vous qui êtes là pour poser les questions, mais j'aurais aussi voulu vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à me poser la question, et si les mouvements pouvaient se transformer en parti politique? Parce qu'il est animé par des hommes politiques. Oui, mais est-ce que les hommes politiques ne sont pas des citoyens à la base? Oui, mais est-ce que également ils n'ont pas des intentions cachées pour manipuler? Est-ce qu'il n'est pas souhaitable de se contenter des intentions visuelles, officielles qui sont sur la table avec lesquelles nous évoluons pour le moment? Oui, notre rôle est d'anticiper, c'est pour ça qu'on demande est-ce que c'est dans vos intentions ou est-ce que vous allez nous laisser découvrir avec le temps? Je souhaiterais que cela se fasse avec le temps. Nous sommes concentrés sur ce qui est là, qui est réel, avec des objectifs bien déterminés. Et c'est ce que je disais. Si on doit se transformer en parti politique, nous aurons d'autres créneaux. Si Dieu nous prête longue vie et bonne santé, pourquoi pas le plateau encore avec l'aîné pour refaire l'actualité. D'accord, et on sera disponible pour vous recevoir. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux et honorés de passer ces moments avec vous. Merci à Makandia Kité Mackenzie et à Mohamed Traoré derrière la baie vitrée. Merci à notre invité Modi Sidibé du mouvement des jeunes patriotes et au professeur Mamadou Diawara. Merci à mes chroniqueurs, espérant vous retrouver dimanche prochain. Aminata. Bon, j'espère bien que je serai là. Mesdames et messieurs, nous avons vraiment été honorés de passer ces moments avec vous. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour refaire l'actualité. Merci et à dimanche prochain.